La marine américaine a consacré 20 ans et 30 milliards de dollars au développement de la frégate de classe Constellation, conçue pour constituer l'épine dorsale de la flotte du futur. Plus petite qu'un destroyer, moins coûteuse à opérer, mais suffisamment armée pour tenir sa propre dans des eaux disputées. Le USS Constellation, FFG-62, était la première de sa classe. Premier déploiement, premier test en conditions réelles. Et par un matin qui allait changer l'histoire de la guerre navale, elle devint le premier bâtiment de guerre américain à être attaqué par des armes sans équipage, sans pilote, sans âme à bord. 6 engins de surface télécommandés, bourrés d'explosifs, fonçant à 55 nœuds sur l'eau comme des jet skis venus de l'enfer. Aucune signature thermique de salle des machines, aucun équipage susceptible d'hésiter, aucune décision humaine pour faire demi-tour. Juste un guidage G, PS et 300 kg de C4 dans chaque coque, dirigé contre le navire le plus récent de la marine américaine. Voici l'histoire de la façon dont l'Iran a transformé des bateaux-bombes télécommandés en l'arme la plus dangereuse du Golfe, et de la réponse en 7 minutes qui a repoussé la menace avec suffisamment de force pour réécrire du jour au lendemain toute la doctrine de la guerre autonome. La frégate de classe Constellation avait été conçue pour combler un vide. Le destroyer Harley Burke était trop coûteux, 2 milliards 200 millions de dollars par coque, pour être déployé dans les effectifs que la marine jugeait nécessaires. Le navire de combat littoral était trop légèrement armé. La frégate était la solution idéale. 1 milliard 200 millions de dollars, 7300 tonnes, équipée d'un canon de 57 mm, 32 cellules de lancement vertical chargées de SSM et de missiles SM-2, un lanceur SIRAM, un hélicoptère MH-60R, Seahawk unique et le système de gestion de combat S-20 et 1. Le USS Constellation était opérationnel depuis 11 mois. Elle avait effectué ses exercices au large des côtes de Californie, un transit par le canal de Suez et était arrivée dans la zone d'opération de la 5e flotte quelques semaines auparavant. C'était son premier patrouille opérationnel dans le Golfe Persique. Le commandant Jessica Wang avait été sélectionnée spécifiquement pour ce commandement. Une officière de surface chevronnée ayant effectué des tours de service précédents sur des destroyers dans le Pacifique. La marine voulait ses meilleurs éléments sur le premier déploiement de frégate. Les yeux de toute la flotte de surface étaient braqués sur elle. Ce jour-là, en début d'après-midi, la Constellation effectuait une patrouille de surface à 71 000 nautiques au sud du port iranien de Bushehr. État de la mer, modéré. Visibilité, 6 000 nautiques en raison de la brume de l'après-midi. Le navire était en condition 3, un tiers de l'équipage au poste de combat, standard pour une patrouille de jour. Le Seahawk, indicatif d'appel talon, était en l'air, effectuant un parcours en 8 pour la recherche de surface à 12 000 devant le navire. La pilote, le lieutenant Amanda Cross, scrutait le trafic habituel du Golfe. Boutres, pétroliers, bateaux de pêche, patrouille du corps des gardiens de la révolution islamique. Puis, en l'espace de 40 secondes, à peine après le début d'une minute ordinaire, le radar TRS-4D du navire, un système plus récent et plus avancé que le SPI-1D des Harley Burke, détecta 6 petits contacts émergeant de derrière un groupe de 3 cargos ancrés à 9,4 milles nautiques au nord-nord-est. Les contacts étaient extrêmement petits. Section radar cohérente avec des jet skis ou de petites embarcations de pêche. Vitesse, 22 nœuds. L'opérateur radar les enregistra. 6 petits contacts à 22 nœuds correspondaient à du trafic de loisirs ou de pêche. Dans le Golfe, les petites embarcations sont omniprésentes. 2 minutes plus tard, les 6 contacts accélérèrent simultanément, passant de 22 nœuds à 48 nœuds. Leur cap changea. Les 6 convergeaient désormais sur la position de la Constellation sur un arc d'environ 30 degrés. 6 contacts, accélération simultanée, cap convergent. L'opérateur radar escalada immédiatement. Le lieutenant-commandant Diane Walsh, l'officier d'action tactique, se trouvait dans le centre d'information de combat. Elle vit les traces changer. 6 contacts à 48 nœuds, ce n'était pas du trafic de pêche. Elle ordonna le branle-bas de combat 20 secondes plus tard. Mais quelque chose dans ces contacts différait de toutes les précédentes attaques du corps des gardiens. Les échos radars étaient plus petits, bien plus petits qu'un Boghammer, et la vitesse était plus élevée.
Les vedettes rapides des gardiens atteignaient typiquement un maximum de 42 à 45 nœuds. Celle-ci poussait 48 nœuds et accélérait encore. Peu après, la caméra FLIR de Talon atteignit le premier contact. Le rapport du lieutenant Cross envoya un frisson dans tout le CIC. Talon a le contact en visuel. Aucun équipage à bord. Je répète, aucun équipage visible. Le contact semble être un engin de surface non habité. Petite coque, propulsion par jet d'eau, pas de superstructure. J'évalue un engin télécommandé. Non habité, personne aux commandes. Ce qui signifiait personne pour hésiter, personne pour faire demi-tour, personne pour se rendre. Ces engins arrivaient à 50 nœuds et ils n'allaient pas s'arrêter avant de percuter quelque chose ou d'être détruits. Le commandant Wang rejoignit la passerelle quelques instants plus tard. Elle reçut le briefing de Walsh en moins de 10 secondes. 6 contacts non habités, à 7,8 milles nautiques, se rapprochant à 50 nœuds, environ 9 minutes avant l'impact. Elle prit 3 décisions immédiates. Premièrement, toutes armes libres sur les 6 contacts. Aucune sommation d'identification requise. Des véhicules non habités convergeant sur un navire de guerre à vitesse d'attaque étaient hostiles par définition. Deuxièmement, lancer le Fire Scout MQ-8C du navire, un hélicoptère non habité déjà sur le pont d'envol, pour renforcer la capacité de désignation de cibles de Talon. Troisièmement, augmenter la vitesse à 28 nœuds et virer pour présenter la poupe, le profil le plus étroit, aux menaces entrantes. Le Fire Scout, un hélicoptère non habité portant un capteur FLIR et un désignateur laser, décolla dans la minute. Il grimpa à 300 mètres et commença immédiatement à désigner des cibles pour les systèmes d'armes du navire. Mais voilà le défi tactique qu'aucun engagement précédent n'avait posé. Ces embarcations n'étaient bien pas des bateaux habités susceptibles de flancher, de se disperser ou de battre en retraite sous le feu. Elles étaient là programmées. Elles continueraient sur leur cap jusqu'à être détruites ou jusqu'à atteindre leur cible. Et à 50 nœuds, le temps entre la portée d'engagement et l'impact se mesurait en secondes, non en minutes. Le canon de 57 mm était l'arme de surface principale de la constellation. Portée effective contre des cibles petites et rapides, environ 5000 nautiques. Cadence de tir, 220 coups par minute. Contre des embarcations conventionnelles, il était meurtrier. Contre des véhicules non habités de la taille d'un grand jet ski, le défi de ciblage était extrême. La section radar était à peine au-dessus du seuil du fouillis de mer. Le système de conduite de tir peinait à maintenir l'accrochage, tandis que les engins bondissaient sur les vagues modérées. Le canon ouvrit le feu quelques minutes après le début de l'engagement. Distance jusqu'au premier engin de tête, 4,6 milles nautiques. La première salve, 12 coups, manqua complètement. Les obus frappèrent l'eau dans un motif qui encadrait la cible sans la toucher. La deuxième salve s'ajusta. 4 coups atterrirent à moins de 30 mètres du premier engin. Un coup frappa l'eau suffisamment près pour que l'onde de choc fasse chavirer la petite embarcation. Elle bascula, se retourna et détonna à l'impact avec la surface de l'eau. La charge explosive de 300 kg transforma l'eau en un geyser d'écume blanche et d'éclats. Un abattu, 5 restants. Distance, 3,8 milles nautiques. Talon entra dans la danse. Le lieutenant Cross tira son premier Hellfire sur le deuxième engin. À 50 nœuds sur une coque de 2 mètres, le guidage laser du Hellfire devait suivre une cible à peine plus grande qu'une table de salle à manger. Le missile suivit sa cible, mais l'engin heurta une vague et bondit au moment de l'impact. Le Hellfire frappa l'eau à 2 mètres derrière lui. Suffisamment proche pour que l'explosion endommage le système de propulsion, mais pas pour le détruire. Il ralentit à 15 nœuds, continuant à se diriger vers le navire. Toujours porteur de 300 kg d'explosifs. Cross tira un deuxième Hellfire. Celui-là toucha directement. L'engin détonna. L'explosion était disproportionnée par rapport à sa taille. 300 kg de C4 créèrent un rayon de souffle de 80 mètres. Si cela avait atteint le navire, les dégâts auraient été catastrophiques. 2 abattus, 4 restants. Distance, 2,9 milles nautiques. Le canon de 57 mm continua de tirer. 37 coups dans la minute suivante, 2 kills. Le troisième engin fut touché directement à 2,4 milles nautiques. L'obus perça la coque en fibre de verre et la charge explosive détonna.
Le quatrième engin subit 3 tirs proches avant qu'un impact direct à 1,9 milles nautiques ne le détruise. 4 abattus, 2 restants. Distance 1,6 milles nautiques. À moins de 90 secondes du navire, le lanceur SeaRAM s'activa. Le système avait été conçu pour les missiles entrants et les aéronefs, mais son autodirecteur infrarouge pouvait accrocher la signature thermique du moteur d'une embarcation rapide. Le premier missile RAM fut lancé sur le 5e engin. Touché. Le Rolling Airframe Missile frappa l'engin à 1,3 milles nautiques. La charge explosive détonna. Un autre geyser massif. Un seul engin restant. Distance 1,1 milles nautiques. Vitesse 52 nœuds. Temps avant impact sur le navire, environ 65 secondes. Le canon de 57 mm le suivait. Mais à cette distance, l'engin était presque directement devant. L'arc de tir du canon était limité par la superstructure propre du navire. L'arme ne pouvait s'abaisser suffisamment pour suivre une cible au ras de la mer, droit devant, à courte distance. Le canon de 30 mm avant avait un axe de tir dégagé. L'opérateur suivait visuellement le dernier engin à travers son viseur optique. À 800 mètres, il ouvrit le feu. La première rafale passa trop haut. L'engin était plus bas sur l'eau qu'une embarcation habitée, rendant le calcul optique peu familier. La deuxième rafale se corrigea. Les projectiles frappèrent l'eau autour de l'engin, puis remontèrent vers la cible. 6 projectiles touchèrent la coque. Le système de propulsion, un propulseur hydraulique à jet d'eau, se brisa. L'engin ralentit brusquement, mais son élan le porta vers l'avant à 20 nœuds en décélération. À 400 mètres de la proue du navire, la charge explosive de l'engin détonna. Que ce soit une détonation commandée à distance par l'opérateur lorsqu'il devint évident que le véhicule n'atteindrait pas le navire ou une fusée de proximité qui s'activa, l'enquête ne le détermina jamais de manière concluante, mais la charge de 300 kg explosa à 400 mètres de la proue de la Constellation. L'onde de choc traversa l'eau et frappa la coque du navire avec suffisamment de force pour briser les vitres de la passerelle. L'onde de pression se fit sentir dans toute la section avant. Des éclats de la coque de l'engin, fragments de fibres de verre et composants métalliques du propulseur hydraulique criblèrent la proue et le gaillard d'avant. 4 marins sur le gaillard d'avant furent renversés par la commotion. 2 souffrirent de rupture des tympans. L'un reçut un fragment de fibre de verre à la joue, une lacération nécessitant 12 points de suture, mais sans danger pour sa vie. Le 4e avait les côtes meurtries après avoir été projeté contre un cabestan. Ces 400 mètres étaient la marge entre des dégâts et la catastrophe. Si le canon de 30 mm n'avait pas ralenti l'engin, si ces 6 coups avaient ne manqué, la charge de 300 kg aurait détonné contre la coque. La coque en acier de la Constellation était plus mince que celle d'un destroyer. L'explosion l'aurait percée. 7 minutes, depuis le moment où les engins accélérèrent jusqu'à la détonation du dernier. 7 minutes d'engagement contre un type d'arme qu'aucun bâtiment de guerre américain n'avait jamais affronté. Mais l'engagement soulevait plus de questions qu'il n'en résolvait. Les 6 engins avaient été lancés depuis derrière des navires de commerce ancrés, ce qui suggérait qu'ils avaient été prépositionnés dans le Golfe, peut-être remorqués jusqu'à leur position par un bateau civil, et activés à distance. Aucune vedette rapide des gardiens de la Révolution n'avait été détectée dans la zone. Aucun opérateur à terre ne fut identifié. Le signal de contrôle, vraisemblablement une liaison satellite ou cellulaire de données, était chiffré et ne pouvait pas être tracé en temps réel. Les armes elles-mêmes étaient remarquablement simples. L'analyse post-engagement du champ de débris permit de récupérer des fragments des engins détruits. Ils avaient été construits sur des coques de jet-ski commerciales. Des jet-skis de marque Sahel, de fabrication iranienne, disponibles à l'achat dans les magasins d'articles de sport à travers tout le Moyen-Orient. Les coques avaient été modifiées avec des modules de guidage GPS, des améliorations du propulseur hydraulique, des récepteurs de télécommande et bourrées de C4 de qualité militaire. Coût unitaire estimé, 35 000 $. Coût total de l'attaque à 6 unités, environ 210 000 $. La dépense défensive, elle, s'élevait à 2 missiles Hellfire à 150 000 $ chacun, un missile RAM à 1 million de $, environ 180 coups de munitions de 57 mm à 200 $ le coup, plus les munitions de 30 mm. Total,
environ 1 500 000 $. Le ratio des coûts favorisait l'Iran de 7 contre 1. Et contrairement aux vedettes rapides habitées, aucun personnel des gardiens n'avait été tué. Pas de familles à prévenir, pas de martyrs à expliquer, pas de coûts politiques. La revue Après Action identifia immédiatement le problème fondamental. La marine américaine avait passé des décennies à perfectionner ses défenses contre des menaces habitées. Des embarcations avec des équipages susceptibles d'être dissuadés, avertis ou ciblés avant d'atteindre leurs armes. Les systèmes non habités éliminaient chacune de ces options. On ne peut pas avertir un waypoint GPS. On ne peut pas dissuader un circuit imprimé. On ne peut pas tirer un coup de semonce sur une machine. La seule option était la destruction. Et la destruction nécessitait une identification positive, un accrochage de cible et une arme capable de toucher une cible de 2 mètres bondissant sur l'océan à 50 nœuds. Le canon de 57 mm, l'arme principale de la constellation, avait obtenu 4 kills sur environ 180 coups tirés. Un taux de réussite d'environ 2,2%. Contre des embarcations habitées, l'effet psychologique des tirs proches, les obus s'écrasant à proximité, amenait souvent les équipages à rompre l'engagement. Contre des véhicules non habités, les tirs proches n'étaient vains que des munitions gaspillées. La réponse de la marine fut triple. Premièrement, une exigence opérationnelle urgente fut émise pour des armes à énergie dirigée. Des systèmes laser capables de détruire de petits engins de surface non habités à la vitesse de la lumière, avec une profondeur de magasin illimitée. Le USS Portland avait testé un système laser de 150 kW quelques années auparavant. Le programme fut immédiatement accéléré avec un objectif de déploiement à l'échelle de la flotte dans les 18 mois suivants. Deuxièmement, le système de combat S-20D1 sur la classe Constellation reçut une mise à jour logicielle d'urgence ajoutant un mode d'engagement contre les petits engins de surface non habités, optimisant le suivi radar et les solutions de conduite de tir pour des cibles présentant le profil de taille et de vitesse de jet ski modifié. Troisièmement, la performance du commandant Wang fut évaluée comme exceptionnelle dans la revue. Sa décision de virer de bord pour présenter le profil le plus étroit fut créditée d'avoir réduit la probabilité d'un impact direct. Son autorisation immédiate de toutes armes libres élimina les délais d'identification qui avaient coûté de précieuses secondes dans des engagements précédents. Mais le dernier paragraphe de la revue fut celui qui retint l'attention au Pentagone. L'engin de surface non habité représente un changement fondamental dans l'environnement des menaces. Contrairement aux plateformes habitées, les engins non habités n'imposent aucun coût humain à l'attaquant, peuvent être fabriqués à grande échelle avec des composants commerciaux et résistent aux moyens de dissuasion et aux protocoles d'avertissement qui forment le fondement des règles d'engagement actuelles. Le ratio d'échange des coûts favorise massivement l'attaquant. Les capacités défensives actuelles sont adéquates, mais non durables face à un emploi à grande échelle. Emploi à grande échelle. C'était la phrase qui tenait les amiraux éveillés la nuit. 6 engins avaient consommé 7 minutes et 1 500 000 $ en munitions défensives. Que se passerait-il avec 60? Avec 600? Les gardiens de la Révolution n'avaient pas besoin de construire une marine pour menacer le Golfe. Ils avaient besoin d'une usine. Et les jet skis sont très faciles à fabriquer.